Kingston Falls. C'est là où il fait bon vivre. C'est même écrit sur nos pancartes. Moi, j'étais en congé depuis à peu près 10 minutes quand le poste m'a appelé. Boss, on a retrouvé un corps au bout du champ des Lebrun. Depuis ce jour-là, on cherche à identifier notre John Doe puis à trouver qui c'est qui a fait ça. Mais là-dedans, je soupçonne qui, moi? Tout le monde se connaît. Bienvenue à Kingston Falls. Regardez maintenant sur ICTO.TV Extra. Nous sommes le mardi 26 mai. Voici à la une. Bonjour, bon début de journée. Mathieu Bellumeur au microphone. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. J'espère que vous allez bien ce matin. On va faire le point dans les prochaines minutes sur les derniers développements dans cette guerre entre l'Iran et les États-Unis parce qu'au cours des dernières heures, il y a eu des explosions tout près du détroit d'Ormuz. L'armée américaine confirme d'ailleurs avoir effectué des frappes défensives en Iran. Tout ça alors que il y a des discussions qui sont en cours pour en arriver à une entente entre les États-Unis, entre Washington et Téhéran. Mon collègue Jean-Philippe Robillard sera avec nous dans les prochaines minutes pour nous faire part justement de ces derniers développements. Mes collègues sont autour de la table déjà à cette heure-ci. Julie-Jasmine Boudreau, Olivier Pellerin et Véronique Méran. Bonjour à vous trois. Bonjour. On va se parler tout à l'heure au bloc culturel d'un décès d'un géant du jazz. On parlait, c'est drôle, hier, des 100 ans de Miles Davis qui sont officiellement célébrés aujourd'hui. Voilà qu'on a perdu un autre grand morceau, grand monument du jazz. Sonny Rollins, un saxophoniste qui est décédé hier. Le colosse du jazz, c'était son surnom. Je vais vous en faire écouter un petit bout, puis vous parler de Miles Davis. Lui qui a commencé, en fait, dans ses premiers enregistrements, était avec Miles Davis, justement. Alors, voilà, 95 ans, Sonny Rollins. On y revient et on va vous en faire entendre. Ça commence généralement bien la journée. Une petite ambiance feutrée de jazz et de saxophone. On écoute ça tantôt. Parlons de hockey pour tout de suite. Svechnikov descend dans le coin. Svechnikov revient. La passe. On est échappé par Jarvis. De retour à Svechnikov. Et le tir. Et le but! Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oui, Olivier, défaite du Canadien hier. Encore une fois en prolongation. Ça, c'est, peut-être la mince consolation pour le Canadien de Montréal d'avoir su encore une fois... On gagne un point? Ah non, c'est vrai, ça compte pas. Non, il n'y a plus de points. Mais on est un tir, par contre, d'aller chercher la victoire dans un match qui a été à l'avantage des Hurricanes de la Caroline. Victoire de 3-2 de la Caroline qui prend les devants 2-1 dans cette série. Au volume des tirs aussi, ça donne un peu l'allure du match. Un deuxième match où le Canadien a de la difficulté à trouver les lignes de tir pour se rendre jusqu'à Frédéric Anderson. Donc, les Hurricanes qui ont réussi à diriger vers la cage du Canadien 38 tirs, alors que le Canadien maigre 13 tirs durant la rencontre. C'est pourquoi mince consolation, parce que oui, le Canadien a été dans le coup à un certain moment, mais on le voyait même en prolongation. C'est compliqué pour le tricolore de trouver de l'espace sur la patinoire. Les Hurricanes laissent peu de choses. Est-ce que c'est la fatigue aussi, peut-être? Le Canadien qui a disputé ses 2 premières séries en 7 matchs, et puis donc 17 matchs plus tard, depuis le début de ces séries éliminatoires, peut-être qu'on a senti un petit peu de fatigue chez le Canadien en prolongation. C'est Andrei Svechnikov qui a trouvé le fond du filet pour donner la victoire aux Hurricanes de la Caroline. C'est d'ailleurs la première fois depuis le début des séries éliminatoires que le Canadien perd 2 matchs consécutifs. Donc ça aussi, faudra peut-être y travailler, mais quand même, pour le Canadien de Montréal, ça a été un match où on a quand même généré 2 buts, alors qu'on avait peu de chance. Voici Mike Matheson qui part justement de l'offensive du Canadien. Je pense qu'on a généré beaucoup offensivement, beaucoup plus que le deuxième match. Daube, c'était vraiment bon encore. C'est sûr qu'on doit être meilleur à sortir de notre zone. Mais en même temps, je pense qu'on peut continuer à faire ce qu'on fait offensivement. Il y a peut-être un peu de positivisme dans tout ça parce que, les chances de marquer étaient tout à l'avantage quand même des Hurricanes de la Caroline dans le match d'hier. Puis justement, ce faible volume de tir commence à déranger certains analystes qui questionnent davantage les joueurs et Martin Saint-Louis à cet effet. Martin Saint-Louis a d'ailleurs servi une réponse hier. J'aimerais ça qu'on en lance plus de rondelles, ça c'est sûr. Mais c'est pas toujours de lancer de partout. Moi, ça dépend dans quoi tu crois. Mais on devrait avoir plus de volume.
On peut comparer d'ailleurs le style de jeu du Canadien par rapport aux Hurricanes de la Caroline. Les Hurricanes, c'est justement une équipe qui va chercher beaucoup de volume, qui tire énormément pour tenter de fatiguer, place des frondelles en fond de zone, alors que le Canadien est peut-être plus dans la finesse, dans la construction de jeu, dans les contre-attaques rapides. Et là, on retrouve un peu moins ça dans le jeu. On sent qu'il y a moins d'espace, donc plus compliqué pour le Canadien de se trouver sur la patinoire. Donc, les Hurricanes qui prennent les devants 2-1 dans cette série. Prochain match demain, toujours au Centre Bell, match numéro 4 à 20h. Et ce soir, dans la Ligue nationale de hockey, à 21h, début de ce match numéro 4 entre les Golden Knights de Vegas et l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche qui a le dos au mur et fait face à l'élimination. Incroyable quand même, ça. Il fait face même au balayage. Il tire de l'arrière 0-3 dans cette série. Donc, match qui débutera à 21h. Peut-être une première équipe qualifiée pour cette finale de la Coupe Stanley. Parlons de Roland-Garros au tennis. Fin de parcours pour Leilani Fernandez. Oui, en 2 manches pour Leilani Fernandez face à l'Américaine Alicia Parks. Un match qui a été difficile sur le terrain, mais difficile émotivement aussi pour la jeune Québécoise. On l'écoute. Non, c'était juste un match horrible de ma part. J'ai vraiment mal joué. Oui, elle donne pas beaucoup de rythme. Ses balles peuvent entrer, peuvent sortir, mais regarde, mon jeu est basé sur la constance. Puis aujourd'hui, il n'y avait rien de ça. J'ai manqué tous les deuxièmes balles, troisième balles. Et je pense que j'ai fait plus d'erreurs qu'elle. Alors, ça veut dire beaucoup de mon niveau aujourd'hui. Ça fait mal. On la sent très émotive. Effectivement, elle arrivait en confiance. Elle se disait heureuse d'être à Roland-Garros. Arrivait avec un certain élan et malheureusement s'est freinée très rapidement. On surveillera aujourd'hui, toujours chez les femmes, Victoria Mboko qui sera en action un peu plus tard aujourd'hui contre Nicolas Bartunkova. Et il y a aussi Félix Auger-Aliassime qui fait son entrée à Roland-Garros contre Daniel Altmaier. Donc, ce seront les Canadiens, entre autres, qu'on surveillera aujourd'hui. Merci, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Véronique, parlons de la météo pour la journée. Il va faire chaud. Chaud, une journée. Même. Un peu, oui. Ça paraît. Ça paraît un petit peu déjà ce matin. C'est pas la journée du toupet. Le toupet. Oui, le toupet. Alors, allons-y avec une journée, d'été, chaude, avec un vent du sud-sud-ouest qui deviendra plus soutenu cet après-midi. Alors, des températures qui vont s'élever entre 27 et 29 degrés pour les régions plus au sud, vraiment. Des possibilités d'averses, des risques d'orage, principalement au nord du Saint-Laurent, secteur de Québec en s'en allant vers Charlevoix, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, possibilité d'orage fort là-dedans. Fin de journée jusqu'en début de soirée. Par la suite, ça va s'estomper. Mais sinon, plutôt beau temps avec des vents sud-ouest 30-50 km à l'heure début d'après-midi, puis les rafales à 70, on les aura en fin de journée, début de soirée. Minimum qui resteront autour de 15 à 17 la nuit prochaine. Petite probabilité d'averse fin de nuit sur les régions plus au sud. On parle de 30 demain matin, très tôt aussi. Sinon, en alternance, soleil-nuage demain. Les vents changent de direction. Demain, ils seront plus légers aussi pour souffler du nord-ouest. Alors, les températures vont redescendre tranquillement. 23-25 degrés pour la journée de demain et de l'air plus frais avec des vents du nord-est jeudi. Là, on sera plus près de la barre des 20 degrés seulement. D'ici là, du côté de l'Abitibi, on voit le soleil également. Les averses et les risques d'orage sont au menu également pour cet après-midi avec une probabilité de 60 maximum de 22. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, on maintient un ciel variable dans l'ensemble avec probabilité d'averse, risque d'orage, des vents sud-ouest aussi au cours de l'après-midi. 19-20 degrés vers le Saguenay et le Bas-Saint-Laurent. La Gaspésie, la Côte-Nord, on est plus près de 7 à 9 degrés pour aujourd'hui. Ce sera plus frais, plus nuageux et pluvieux demain pour l'ensemble de ces secteurs. Beau temps partout en territoire ontarien, 25 à 28 degrés, c'est ce qu'on note dans l'ensemble. Les vents soufflent du sud-ouest également. Vancouver, on est dans les valeurs saisonnières, 18 à 21 degrés, mais la vague de chaleur se poursuit dans les prairies, légèrement sous la barre des 30 pour Edmonton, Calgary, avec un ciel qui s'ennuagera, une probabilité d'averse et un risque d'orage en après-midi. Plein soleil, sud de la Saskatchewan et du Manitoba, avec des températures qui vont dépasser la barre des 30 degrés. 32, Regina, aujourd'hui, avec un avis de chaleur en vigueur et des températures qui resteront au-delà de la trentaine de degrés dans l'Ouest canadien jusqu'à la fin de la semaine. Ça inclut même la journée de dimanche. OK, donc du temps chaud. Rien aussi si on compare avec... en tout cas, oui, il va faire chaud dans l'Ouest, mais lorsqu'on compare avec des températures en Europe, en France, à Londres, également des records qui ont été battus. Plusieurs records ont été battus. C'est tout l'Ouest de l'Europe, en fait. La France, le Portugal, le Royaume-Uni, avec des températures qui s'élèvent 10-15 degrés au-dessus de la normale. Précoce comme vague de chaleur, remarquable aussi en termes de longévité. 32, c'est ce qu'on anticipe à Londres aujourd'hui comme maximum. Et hier, au Royaume-Uni, 34,8, la température la plus élevée jamais enregistrée au mois de mai. Donc, vague de chaleur considérable. 13 départements en vigilance jaune canicule dans l'ouest de la France. Normalement, on n'active pas ça avant le 1er juin. C'est la première fois qu'on fait ça depuis 2004, depuis qu'on a créé ces avertissements-là. Merci, Véronique. Bonne journée. Bonne journée.
la une des quotidiens de ce matin, il est beaucoup question de cette défaite du Canadien de Montréal, entre autres en une de la presse du Journal de Montréal, Journal de Québec également. Dans le Devoir, on parle de ce qui a été annoncé hier par la première ministre du Québec, Christine Fréchette, un bouquet de mesures qui coûte cher, titre Le Devoir, pour donner de l'oxygène aux Québécois. Christine Fréchette a débloqué hier donc des centaines de millions de dollars dépassant le budget fixé. Elle a officiellement donc dépassé ce que lui avait été donné ou laissé par le ministre des Finances, mais elle dit que la situation a évolué et peut maintenant donc piger davantage dans les montants qui avaient été réservés. Elle était de passage dans un supermarché pour annoncer qu'elle va abolir d'abord la TVQ sur certains produits alimentaires et d'hygiène vendus dans les supermarchés, les légumes préparés, les fruits coupés, ces choses-là. Il y a également, c'est une mesure qui va coûter, rappelle Le Devoir, un peu moins de 500 millions de dollars sur 5 ans, dont 70 millions dès cette année. Il y a aussi Christine Fréchette qui a annoncé qu'elle va réduire de 50 $ le coût de l'immatriculation de véhicules. Il y a également de l'aide bonifiée pour les ménages bénéficiant de crédits d'impôt. Donc, on revient en une du Devoir sur ces grandes mesures annoncées hier par la première ministre Christine Fréchette. Même chose dans la presse, ça fait d'ailleurs l'objet de la chronique de Paul Journet qui titre « Acheter les électeurs avec leur argent ». À quoi va servir le beau gros dollar de plus dans vos poches par semaine, 15 minutes de stationnement au centre-ville, la moitié d'un petit café-filtre à la chaîne populaire du coin. Les possibilités, écrit Paul Journet, ne sont pas si vastes. Hélas, ça remet en perspective la promesse de Christine Fréchette de détaxer certains mets transformés et produits hygiéniques. Il écrit que le but n'est pas tant d'aider les Québécois, c'est plutôt de se montrer devant les caméras en train de dire justement qu'on aide la population. Il dit la langue française propose un mot pour ça, électoralisme. Et puis il termine en disant que il y a eu plusieurs reportages qui ont été faits sur la crise d'entretien des infrastructures qui gonfle le compte de taxes, la réforme du code du bâtiment, je vous en parlais, la presse en faisait état hier, qui va accélérer l'inflation en construction. Mais la priorité pour l'instant est ailleurs, c'est de gagner votre vote en octobre. C'est comme ça qu'il conclut son éditorial de ce matin. C'est à lire dans la presse. En une du Journal de Montréal, je vous le disais, c'est le hockey et la défaite du Canadien qui retient l'attention. Sinon, sur la scène judiciaire, on parle de cet homme qui a été reconnu coupable 30 ans après avoir commis un crime, un délinquant sexuel qui est aujourd'hui âgé de 72 ans et qui risque la prison à vie pour homicide involontaire en 1996. Donc, le septuagénaire a été rattrapé par la justice 30 ans plus tard. Il s'appelle Serge Audette. Il s'est présenté en homme libre au palais de justice, mais finalement a été condamné 30 ans plus tard. On remonte donc en 1996. La victime était portée disparue. Elle s'appelle Patricia Ferguson. Elle était chez des amis. Elle a été donc entraînée dans l'appartement de l'homme en question, n'a plus jamais été revue. Voilà donc qu'on vient de reconnaître l'homme coupable de cet homicide et donc il verra sa peine lui être imposée un peu plus tard. En une du site de Radio-Canada, 7 fois plus cher que prévu. On parle d'un autre projet santé en informatique, un autre projet informatique plutôt en santé qui explose. C'est l'orchestrateur de rendez-vous qui devait coûter 18 millions de dollars, mais qui dépasse maintenant les 126 millions. Essentiellement, ça avait été lancé pendant la pandémie en 2021. Ça s'appelait Hub Québec. Ça permet toujours de mettre en relation des patients sans médecin de famille avec des cliniques médicales sans rendez-vous. Voilà que les coûts et les dépenses ont explosé de 600 %, révèle une enquête de mon collègue Thomas Gerbet. Vous pourrez lire les détails de tout ça en une du site de Radio-Canada ce matin. Le journal Le Globe and Mail nous parle du Parti conservateur uni de l'Alberta. C'est le parti qui est au pouvoir dans cette province, qui affirme croire qu'une majorité, c'est le président du parti qui parle, qui affirme croire qu'une majorité des membres du parti vont voter contre le maintien du Canada lors d'un référendum prévu cet automne. Le président du parti s'appelle Rob Smith. Il n'a pas lien de parenté avec la première ministre Danielle Smith, mais lui, il dit que le parti va rester neutre, mais a l'impression qu'il y a plusieurs membres qui vont voter en faveur du référendum qui est prévu cet automne sur la sécession de l'Alberta. L'UCP, donc, qui va rester neutre, mais ça met en lumière, écrit le Globe, les difficultés auxquelles fait face Mme Smith alors qu'elle tente de se présenter comme une défenseur du fédéralisme tout en dirigeant un parti de plus en plus influencé par des séparatistes qui sont très vocaux. Ça fait la une du Globe ce matin. Je
Je vous parlais de développement en Iran au cours des dernières heures. On va vous faire le portrait de ce qui s'est passé, effectivement, depuis la nuit dernière. Un cessez-le-feu, on sait, qui semble de plus en plus fragile, alors qu'il y a des négociations pour s'entendre. Là, il y a eu des frappes qui ont été lancées dans le sud du pays. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Mathieu. Alors, résumez-nous ce qui s'est passé, ces frappes des dernières heures. Oui, effectivement. Donc, c'est des frappes qui ont eu lieu dans le sud du pays, dans la zone côtière, là, tout près du détroit d'Ormuz. Donc, l'armée américaine qui a lancé des attaques contre des sites de lancement de missiles, mais également, Mathieu, des attaques contre des navires qui, semble-t-il, là, selon les Américains, allaient poser des mines dans le détroit d'Ormuz. Les Américains parlent d'attaques de légitime défense. De leur côté, il y a les Iraniens là, qui affirment avoir abattu un drone américain dans leur espace aérien. C'est pas la première fois depuis qu'il y a une trêve qui dure, là, je crois, depuis environ 7 semaines, que les deux parties en viennent à ce type d'échange, à ce type d'attaque tout près du détroit d'Ormuz. C'est arrivé plus tôt ce mois-ci, mais s'il n'y avait pas eu d'escalade, là, ça n'avait pas dégénéré. Alors, il faudra voir ce que ça va donner cette fois-ci. Oui, là. Surtout qu'il y a des discussions en cours, et on le disait hier, Washington et Téhéran, en tout cas, semblaient... sans dire très près d'une résolution du conflit. On semble vouloir avancer dans les discussions pour mettre un terme à ce conflit-là. Oui, c'est parce que c'est un peu comme le jour de la marmotte. On l'a entendu plusieurs fois. Les deux parties, donc, qui se disent près d'une entente, et en particulier les Américains. Hier, les Iraniens parlaient d'avancer dans les négociations de paix. Il disait que les discussions avaient abouti sur plusieurs points, alors qu'en fin de semaine, c'est le président américain, Donald Trump, là, qui affirmait qu'une entente était presque entièrement négociée avec Téhéran. Mais au-delà, Mathieu, de ces négociations pour la réouverture du détroit d'Ormuz, là, ce qui est au cœur des pourparlers, en fait, où les négociations achoppent à l'heure actuelle, c'est beaucoup sur le programme nucléaire iranien, effectivement, également sur le dégel des avoirs iraniens. On écoute ce que disait hier le secrétaire d'État Marco Rubio, suivi du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. On les a traduits pour vous, là. Ça prend du temps pour avoir un retour. Nous avons ce que je crois être une chose assez solide, très réelle, significative et limitée dans le temps sur la table en ce qui concerne l'ouverture du détroit et l'armement nucléaire. Il est vrai que nous sommes parvenus à une conclusion sur une grande partie des points abordés. Cependant, personne ne peut affirmer avec certitude que cela signifie la signature imminente d'un accord. Alors, on aura sans doute plus d'informations au cours des prochaines heures. Il y aura sans doute des développements. Et puis, il y a Pékin, il y a le gouvernement chinois là, qui a appelé les deux parties à respecter le cessez-le-feu. Là. Développement à venir, et on va suivre ça avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Bonne journée. Pièce Saint Thomas de Sonny Rollins. On se croirait presque à Espace Musique, ici Musique, avec Stanley Péan. Oui, c'est Sonny Rollins qu'on entend, une grande figure du jazz, Julie Jasmine, qui est décédée. Un monument, décédé à l'âge de 95 ans, pardonnez-moi. On a appris son décès, en fait, durant les dernières heures par sa page officielle, son compte X. J'ai dit 80 ans, mais en réalité, c'est parce que jusqu'à l'âge de 80 ans, il était très actif, encore un des rares à l'être. Puis il faut dire qu'il a commencé à l'âge de 7 ans à jouer du saxophone. Déjà, début vingtaine, là, on est à la fin des années 40. Il participe à des enregistrements avec des plus grands. Puis il est de la trempe aussi d'un John Coltrane, par exemple, ou d'un Charlie Parker. Alors voilà, un grand de la figure du jazz. Surtout cette idée d'avoir ce jazz décomplexé qui ne se fiait pas aux contraintes du genre imposé, improvisait beaucoup. Alors voilà, Sonny Rollins, dont on a appris le décès à l'âge de 95 ans. C'était hier les American Music Awards à Las Vegas. Cause if I had the chance, I'd ask you all to dance, and I'll be with myself, dancing with myself, dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, dancing with myself. On s'éloigne du jazz un peu ici, là. Oui, avec Billy Idol, oui, qui a reçu un prix hier pour l'ensemble de sa carrière.
qui était en feu, littéralement. Pas que sa performance, mais ses éléments scéniques aussi. Et la pop coréenne a la cote plus que jamais. Hier, c'est l'artiste de l'année a été nommé officiellement. C'est BTS, évidemment. La dernière fois qu'ils avaient remporté ce prix-là, c'était en 2021. Et là, entre les deux, il y a eu le service militaire. Alors, l'absence a payé. Également aussi, nouvelle artiste de l'année, c'est Katseye. C'est un groupe de K-pop féminine. Et aussi, chanson de l'année. Vous ne serez pas surpris, Mathieu, si je vous parle de Golden, des chasseresses des démons, en fait, du film, bien sûr, K-pop Demon Hunter. Et album de l'année hier a été remis à Sabrina Carpenter. C'était à Las Vegas, donc cette soirée des American Music Awards. On a beaucoup parlé dans l'actualité des concerts annulés de Patrick Bruel là, en raison de ses accusations, évidemment, de comportement à caractère sexuel. Et là, c'est un festival en Suisse qui annule des concerts de Patrick Bruel? Ça vient tout juste de sortir. En fait, c'est dans l'ouest de la Suisse. Ça s'appelle le Bella Arena Indoor Festival. C'était prévu le 26 juin prochain. Et dans le fond, les organisateurs invoquent que le contexte actuel ne permet pas d'assurer la promotion en fait, adéquate et apaisée. Ça ressemble beaucoup, en fait, les mêmes raisons que ce qu'on a dit à Québec concernant l'annulation de sa présence. Là. D'ailleurs, Québec a été le premier à le faire. Je vous rappelle que plusieurs maires en France réclament la mise sur pause de cette tournée-là. Et donc, on dit que par esprit de respect, de sérénité, de bienveillance, autant vers les artistes qu'évidemment les personnes concernées. Pour l'instant, on reporte. À suivre, je vous rappelle que la tournée commence officiellement à la mi du mois de juin. On parle d'une quarantaine de villes là, en Europe. Ouais, et de plus en plus. En tout cas, on voit des annulations qui commencent. On verra la suite. Pierre-Yves Roy Desmarais, on est de retour au Québec, qui animera le gala de la disque, encore une fois. Le prochain gala de la disque, il va remettre des Félix, donc pour une 3e fois, dans cette grande soirée télévisée. Et d'ailleurs, rappelez-vous que la toute première fois, son numéro « Une bonne toune, c'est une bonne toune » lui avait valu un Olivier au plus récent gala. Alors, comme quoi qu'avec le temps, les choses, bien évidemment, vont bien. Quoique, je dirais qu'en 2025, il est encore plus solide. Là. Il y a Claudine Prévost et Sarah May aussi qui reviennent tous deux à l'animation du Gala de l'industrie et du premier gala. Le premier gala sera diffusé à Télé-Québec quelques jours auparavant. Et les nominations seront annoncées en septembre prochain, donc pour ces artistes. Parlons du rappeur canadien Drake. On sait, il a lancé récemment, pas un, pas deux, mais trois albums. Ça cartonne, comme on dit en France. Ça cartonne. Et souvenez-vous surtout de la campagne de promo. Oui, la glace qui avait fondu, la tour du CN illuminée. Tout ça, alors c'est Iceman, Ability et Maid of Honor. Ce sont les titres des 3 disques qui ont été lancés le 15 mai. Et là, Mathieu, c'est intéressant parce que sont tous au 1er, 2e et 3e rang du classement des 200 albums les plus populaires du Billboard. Et ça ne s'est jamais vu. 3 disques en même temps pour un artiste dans les 3 premiers rangs. Et d'ailleurs, Iceman, c'est son 15e album numéro 1. Là, il dépasse Jay-Z, égale Taylor Swift. Et le record appartient aux Beatles avec 19 albums au premier rang. Alors, voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que sa campagne de promo ou autre, c'est-à-dire son talent, ça a fonctionné finalement. Merci, Julie Jasmine. Bonne journée. I don't give a if you like me, asking me how did it feel. Can't say it didn't surprise me. Last time I looked to my right. Le rappeur Drake, donc, dont les albums fonctionnent très bien en ce moment. Entre autres, ce qu'on va surveiller aujourd'hui, les joueuses de la Victoire de Montréal qui ont remporté la Coupe Walter vont signer le livre d'or à Montréal. D'ailleurs, il y aura un défilé et un rassemblement pour célébrer cette victoire samedi prochain dans les rues du centre-ville de Montréal. Voilà donc pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines minutes. Bonne journée. Kingston Falls, c'est là où il fait bon vivre. C'est même écrit sur nos pancartes. Moi, je suis en congé depuis à peu près 10 minutes quand le poste m'a appelé. Boss, on a retrouvé un corps au bout du champ des Lebrun. Depuis ce jour-là, on cherche à identifier notre John Doe puis à trouver qui c'est qui a fait ça. Mais là-dedans, je soupçonne qui, moi? Tout le monde se connaît. Bienvenue à Kingston Falls. Regardez maintenant sur ici-tout.tv Extra.